Bonsoir à tous, bienvenue au premier numéro de Place au débat sur Shoroq News, votre émission de débat hebdomadaire sur la politique, l'économie, la diplomatie, la culture, tous les sujets qui vous intéressent. Nous parlons évidemment ce soir de l'usine Volkswagen qui va révolutionner l'automobile en Algérie, la mort de Fidel Castro, un peu de politique, le front social est-il en train de chauffer? Nos invités sont prêts, j'espère que vous aussi. Maintenant, place au débat. Merci donc de nous rejoindre pour ce premier numéro de Place au débat. Avec nous 4 invités ce soir. Bonsoir Mourad Almi. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général du groupe Sovac. Vous avez une batterie d'annonces à nous faire aujourd'hui. Vous avez fait la une de toute la presse cette semaine. Avec nous également Abdelaziz Jarrad. Vous êtes ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, professeur de sciences politiques à Alger. Bonsoir Hassan Haddouche. Bonjour. Vous êtes journaliste et économiste. Et avec nous également Nourdine Azzouz, journaliste, directeur de la rédaction du quotidien Reporter. Merci de nous rejoindre. Alors maintenant, on commence le débat. Alors nous allons passer en revue un peu l'actualité de la semaine. Elle a été marquée évidemment cette semaine par la disparition du leader Maximo Fidel Castro, arrivé au pouvoir en 1959, un grand ami de l'Algérie. L'Algérie, Nourdine Azzouz, qui a été un des rares pays avec Cuba, a décrété un deuil national de 9 jours. Est-ce qu'il fallait le faire selon vous? Je ne sais pas. Peut-être. Ce qui est à retenir, c'est qu'effectivement, avec ce pays, nous avons depuis très très longtemps une relation assez particulière, qui a connu des séquences de vie, de parenthèses, mais qui est toujours là depuis 1963, qui s'explique pour des raisons historiques d'abord. Cuba est un pays révolutionnaire, tout l'ADN politique et historique de ce pays est nourri par la révolution castrique de 1959. La comparaison est vite faite avec l'Algérie. Ce qu'il y a par contre, à mon avis, à relever, c'est la réception qu'on a faite chez nous. Autant la presse francophone a accordé une place très importante à l'événement. On a eu des unes partout dans tous les journaux d'expression des langues françaises. Autant dans la presse arabophone, je n'ai pas vu un intérêt assez particulier à cet événement-là. Comment vous pourriez expliquer cela? La question est à poser aux rédactions arabophones. C'est très intéressant de savoir. Moi, je pense que c'est pour des raisons certainement générationnelles. Les rédactions Les jeunes, selon vous, ne connaissent pas Fidel Castro? Sans doute. Mais il y a aussi des raisons peut-être politiques et idéologiques. Parce que pour beaucoup de jeunes journalistes avec lesquels j'ai discuté, c'est quelqu'un d'assez lointain, Fidel Castro, qui plus est communiste, une relation avec la religion qui est assez distante. Donc, qui est assez communiste. Oui, voilà. Et c'est très intéressant dans tous les cas. Moi je pense que au niveau des rédactions, peut-être même dans les facultés de journalisme sciences politiques, c'est un phénomène à interroger, à investiguer pour voir pourquoi autant la presse francophone a accordé l'importance à un événement mondial. Regardez vous n'avez qu'à éplucher toute la presse du monde. Autant la presse arabophone a été un petit peu silencieuse face à cet événement-là. Retour sur le parcours historique et hors du commun du Fidel Maximo dans ce sujet signé Mehdi Ait Mehdi. Voilà, Fidel Castro donc, qui nous a quittés. Abdelaziz Jarrad, vous connaissez bien les rouages de la diplomatie algérienne. D'ailleurs, vous venez de sortir un livre, La géopolitique, repères et enjeux, aux éditions Shihab. Vous expliquez un peu les enjeux de la politique et de la diplomatie algérienne. Vous avez également été secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Fidel Castro était un grand ami de l'Algérie et il est resté jusqu'à sa disparition. Oui, les relations entre l'Algérie et Cuba sont des relations qui datent de l'indépendance, avec des contacts de haut niveau, que ce soit Fidel Castro, que ce soit Che Guevara, sont venus en Algérie, et ont contacté, ont pris des relations avec, depuis le président Ben Bella jusqu'à... Comment expliquer la constance de ces relations? Jamais l'Algérie n'a été en froid avec Cuba, jusqu'à la dernière visite du Premier ministre Abdelmalek Sellel à Santiago, à La Havane. Comment expliquer cette constance dans les relations, alors que les régimes ont changé entre-temps en Algérie et pas à Cuba? Moi, je pense qu'il y a le passé révolutionnaire des deux pays. Je crois que la révolution algérienne a marqué l'esprit de beaucoup de Cubains. Et les mythes de Che Guevara et de Fidel Castro est resté ancré
au niveau de plusieurs générations en Algérie. Ensuite, il y a eu un domaine beaucoup plus pratique et pragmatique. Ce sont des relations dans le domaine de la coopération. Il y a une coopération dans le domaine de la santé, dans le domaine agricole, et même un soutien à un moment donné militaire, des contacts militaires entre nos deux pays. Et là, vous me tendez la perche, Abdelaziz Jarrad, vous avez parlé d'économie. Hassan Haddouche, Cuba avait une économie très particulière qui a beaucoup souffert de l'embargo. Comment vous qualifieriez aujourd'hui l'économie cubaine? Est-ce qu'elle a pu survivre à l'embargo? C'est sur ce point que je voudrais peut-être faire une nuance, disons, par rapport à mes... Puisque l'émission s'appelle Place au débat, donc il faut qu'il y ait un petit peu de débat. Bien sûr. Moi, je veux dire, il faut qu'on se pose quand même des questions, même si la décence commande au moment où, disons, un leader aussi important historiquement que Fidel Castro est mort, disons, de garder une certaine réserve, évidemment. Mais il faut faire une comparaison, disons, entre la mort de Fidel Castro, ou un parallèle, disons, et la mort aussi il y a quelques années d'un autre leader du même type, populiste, si vous voulez, comme Chavez au Venezuela. Hein. Ce sont des personnalités qui, historiquement, ont été populaires chez nous parce qu'elles ont incarné l'anti-impérialisme. Elles ont incarné l'opposition à l'impérialisme américain. Bon, c'est ce qui les a souvent rendus sympathiques et populaires, disons, dans beaucoup de pays du tiers-monde. Bien, c'est une chose, c'est indiscutable. Maintenant, il faut se poser des questions aussi à propos de l'état dans lequel ils ont laissé leur pays. Que ce soit Fidel Castro, quand, disons, on interroge les voyageurs, disons, qui ont visité Cuba, quand on voit aujourd'hui, c'est la même chose, c'est un peu la même situation, quand on voit aujourd'hui l'état dans lequel se trouve l'économie du Venezuela. Absolument, et nous allons en parler plus tard, évidemment. On se pose, bon, aujourd'hui, Cuba, comme le Venezuela, pour beaucoup d'économistes, pour beaucoup d'analystes, pour beaucoup d'observateurs, c'est les pires économies du monde. C'est pas moi qui utilise, c'est les anglo-saxons qui utilisent cette terminologie. Ils disent c'est les pires économies du monde, c'est les économies du monde qui se trouvent dans la situation la plus difficile. Et donc il faut quand même se poser des questions sur les bilans, disons, politique et économique surtout de... Une dernière question concernant Fidel Castro qui nous a quittés, Nourdine Azzouz, dictateur, symbole, icône. Il était un peu tout ça, le leader Maximo? L'histoire jugera. De toute façon, on n'est pas là pour délivrer des certificats de bonne conduite. De bonne conduite ou de bonne gouvernance. L'histoire jugera, les Cubains jugeront. C'est vrai que c'est un pays qui, depuis au moins 2006, est à la recherche d'une transition, qui s'est déclinée récemment par un dégel avec le grand voisin américain. Le premier vol hier a eu lieu entre New York et la Havane. Voilà, donc il y a des indices quand même de changement qui arrivent. Sur l'analyse faite par Hassan Haddouche, il est évident que c'est une économie fermée, mais c'est une économie fermée aussi pour des raisons géopolitiques qu'on ne présente pas. Depuis 1963, le pays a été sous embargo. Il est intéressant d'observer depuis 2006, depuis 2007-2008 quand même, et une recherche quand même de quelque chose qui ressemblerait à un équilibre entre l'héritage politique très lourd, c'est vrai, à gérer, et la recherche d'un nouveau souffle économique. On verra, après les funérailles, après les hommages, après l'émotion mondiale, comment ça va se passer dans ce pays. Les funérailles qui auront lieu le 4 décembre. Qui, rappelons-le, a des atouts quand même considérables, hein, aussi bien touristiques qu'en termes d'influence politique en Amérique latine. Et qui a réussi donc à surmonter l'embargo imposé depuis 1962. Il faut préciser que les funérailles de Fidel Castro auront lieu le 4 décembre à Santiago de Cuba. L'Algérie est représentée comme d'habitude par Abdelkader Ben Salah, le président du Sénat. Alors Hassan Haddouche a parlé de l'économie cubaine qui est très fermée. Eh bien, grâce peut-être aux gros investissements de Volkswagen et de Sovac en Algérie, nous n'avons peut-être échappé au scénario vénézuélien que vous avez évoqué. Sujet, oui. Hassan Haddouche, c'est une belle transition. Hein. C'est une belle transition. Voilà. Donc merci d'être avec nous. Mourad Almi, vous êtes président, directeur général du groupe Sovac. Vous avez fait la une de toute la presse et ce n'est pas pour rien parce que l'annonce qui a été faite récemment et la signature, en quoi est-elle aussi importante que les autres ?
Le secteur automobile génère beaucoup d'émotions et la relation entre l'automobile ou la voiture en général et la voiture allemande en particulier, il y a beaucoup d'admiration, beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que la voiture, c'est un symbole de liberté. Et la voiture, quand elle a été démocratisée, c'est un symbole aussi de liberté, de déplacement, de mobilité. J'aimerais bien juste revenir sur la mort de Fidel Castro. Bien sûr. Je ne veux pas parler des orientations idéologiques ou économiques, mais on ne peut pas... C'est un constat, c'est un homme qui a marqué l'histoire. C'est quelqu'un qui a des convictions idéologiques. On est d'accord, on n'est pas d'accord pour ses convictions idéologiques, mais il a su résister et aller jusqu'au bout de ses convictions. Et pour terminer, je vous dis qu'il y a une transition qui est en train qui a été déjà préparée, anticipée. Et je pense que Raúl Castro, le régime qui met en place, on dit qu'il cherche une sortie. Je pense qu'il y a une transition qui est... La transition par le frère, puisque Raúl Castro, c'est le frère de Fidel Castro. Le système par le frère, incarné par le frère, mais par le système qui est en place. Alors, pour revenir au sujet du jour, est-ce que ce projet est réellement aussi important qu'on l'annonce, Mourad Elmi, celui de construire d'ici là 500 000 véhicules par an allemands en Algérie? Non, je vous corrige, ce n'est pas 500 000 véhicules par an. C'est ce que la presse a donné pourtant. Non, peut-être la presse a mal interprété un peu les chiffres. C'est que la stratégie du ministre de l'Industrie ou du gouvernement algérien en général, c'est-à-dire que l'Algérie voudra à terme, à moyen terme, de construire plus de 500 000 véhicules en Algérie pour pallier à l'importation ou remplacer l'importation des véhicules par une industrie automobile parce que le marché algérien, c'est un marché de 500 000 véhicules. Et est-ce que ce projet va se faire? Est-ce que le premier véhicule va vraiment sortir d'usine au mois de juin? Sûr, le premier véhicule va sortir. Hier, on a signé le protocole de la prise de participation de Volkswagen dans notre entreprise Sovac Production. Important pour nous parce que c'est la première fois que Volkswagen prend une participation minoritaire. Il faut savoir que Volkswagen, à travers le monde, a des participations. La seule participation qui est à 50-50, c'est bien en Chine. Et je reviendrai sur ce sujet-là, sur les orientations stratégiques de la Chine à l'époque. Et il est propriétaire à 100% au Brésil, en Afrique du Sud, au Mexique, dans toute l'Europe et en Inde aussi. Alors pour nous, c'est très important. On a réussi à convaincre notre partenaire. On a fait beaucoup de marketing de l'Algérie, de dire que l'Algérie c'est un pays très attractif. Et puis, il y a les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Le groupe Volkswagen en Algérie, pendant les 3 dernières années, quand même, on est passé 2e distributeur en Algérie. Premier distributeur de Skoda, Volkswagen, et c'est dans toute la région MENA. 2e distributeur de Volkswagen en Afrique. Ça reste un marché très attractif. Et pour toutes ces raisons-là, que Volkswagen a décidé d'y aller et de s'installer en Algérie, sachant qu'aujourd'hui, Volkswagen n'a pas d'autres usines, ni dans la région MENA. MENA, ça veut dire région Maghreb, Middle East and North Africa. Et nous y reviendrons. Monsieur Djerrad, est-ce que c'est un enjeu économique important, cette usine Volkswagen en Algérie? Monsieur Elmi vient à l'instant de faire une présentation géopolitique de l'entreprise. Exactement. C'est très important de connaître son environnement à la fois national, régional et international. Cette coopération entre une entreprise algérienne performante dans un domaine aussi stratégique que l'automobile me permet de dire qu'il faut absolument qu'on ait une vision macro-économique et une vision géopolitique très précise de nos intérêts. Lui, en tant que chef d'entreprise, il a une démarche, une approche qui est très précise et très pragmatique. Il faudrait que l'État, globalement, ait une approche aussi pragmatique et aussi réaliste qui tient compte des enjeux économiques et des enjeux politiques et des intérêts de notre pays. Ceci est très très important. C'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui parler d'économie ou d'un certain nombre de secteurs, que ce soit un secteur agricole ou de l'automobile ou un secteur de la santé ou du tourisme, si on n'a pas une visibilité très claire de la stratégie qui doit être élaborée par le gouvernement algérien.
Je pense que ça, c'est un point très important qui fait la relation entre la vision micro de l'entreprise et la vision macro des intérêts supérieurs de l'État. Tout à fait. Le journal L'Expression a mis une très belle une sur cette usine Sovac. Il a dit les belles Allemandes débarquent en Algérie. Vous aimez les Allemandes, vous aussi, Hassan Haddouche? Oui, beaucoup, oui, beaucoup. Énormément. Oui, énormément. Et je veux dire, j'ai été surpris, moi, par l'annonce, disons, qui a été faite hier, l'annonce de Volkswagen. Je ne m'y attendais pas du tout. Monsieur Halmi l'a dit tout à l'heure, les Allemands, ils ne sont pas présents en Afrique, ils sont juste présents en Afrique du Sud. Ils n'ont pas du tout d'usine en Afrique. Et moi, j'ai été... Bon, on en parle depuis un certain temps, mais je pensais que c'était des effets d'annonce, ça ne se ferait jamais. Parce que je me disais, qu'est-ce qu'ils vont venir faire les Allemands chez nous? En plus, avec le 51-49, on leur impose des contraintes extraordinaires. En Chine, on ne leur a pas imposé ces contraintes-là. En Espagne, on leur a pas, au Brésil, on ne leur a pas imposé. Pourquoi est-ce qu'ils viendraient s'installer spécialement en Algérie? Et là, apparemment, bon, je veux dire, ça, c'est une annonce qui semble très, très sérieuse, parce qu'il y avait le vice-président de Volkswagen qui était là, et puis des objectifs qui sont très, très ambitieux. C'est-à-dire qu'on nous dit 100 000 véhicules. 100 000 véhicules et une large gamme de modèles en Algérie. Donc moi je trouve que c'est déjà ça, déjà rien que cette annonce, bon, c'est quelque chose de très très important parce que on semblait s'orienter, moi j'avais peur qu'on s'oriente vers une industrie, disons, du montage de véhicules en Algérie qui serait dominée en gros par les Français et puis par Hyundai, par les Asiatiques, etc. Là, apparemment, on s'oriente vers une offre beaucoup plus diversifiée, avec des voitures, effectivement, qui ont une très très bonne réputation auprès des Algériens, parce que les Allemands aiment, il n'y a pas que moi qui aime les Allemandes, tous les Algériens aiment les Allemandes, apparemment. Et bon, je veux dire, maintenant, ça reste à confirmer, je veux dire, l'essai reste à transformer. Il faut qu'on arrive effectivement, bon, il y aura peut-être des réserves à faire un petit peu plus tard, mais il faut qu'on arrive à transformer cet essai. Il faut que vous nous disiez, bon, bah, combien de véhicules vous voulez produire, quel taux d'intégration vous voulez atteindre. Tout cela, on va y revenir, Hassan Haddouche. Pour atteindre ce taux d'intégration, pour que, disons, pour que le montage de véhicules, ce ne soit pas simplement des importations de Hassan, pièces. On va revenir sur ça. Et d'ailleurs, j'ai une question qui est destinée à vous et à M. Halmi aussi. Vous avez dit que Volkswagen n'était pas du tout présente en Afrique. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie pour sortir de la crise? Parce que le groupe vit une crise actuellement avec le scandale du diesel qui a éclaté aux États-Unis. Les chiffres qui ont été communiqués il y a quelques semaines ne sont pas très bons à Wolfsburg. Est-ce que ce n'est pas une stratégie? Est-ce que, on va exagérer un peu, est-ce que l'Algérie va sauver le groupe Volkswagen, M. Halmi? Non. On n'a pas cette ambition. Soyons ce serait trop modeste. Non, soyons modestes parce qu'on parle de chiffres. Oui. L'industrie automobile mondiale, elle est la suivante. Il y a plus de 90 millions de véhicules fabriqués par an. Volkswagen Group fabrique plus de 10 millions de véhicules. Est-ce qu'il a dépassé Toyota ou pas encore? Oui, il a dépassé. Donc c'est le premier constructeur mondial de véhicules. Absolument. Voilà. Et alors que le marché algérien, c'est un marché à peine de 450 000, voire 500 000 véhicules. D'accord. Alors même si Volkswagen va atteindre à terme 100 000 véhicules, qu'est-ce que ça peut représenter sur 10 millions de véhicules? À peine 1%. À peine 1%. Exactement. Et relais de croissance, à moyen terme, plateforme de distribution, oui. Divisie stratégique pour le groupe Volkswagen de dire que le continent où on pourra enregistrer de la croissance à moyen terme, c'est l'Afrique, c'est pas que l'Algérie. Et l'acceptation de Volkswagen de nous accompagner de son projet, l'objectif principal, c'est pas uniquement affiché aujourd'hui, c'est le marché local, mais à moyen terme, c'est l'exportation. Aujourd'hui, SIAT, par exemple, ses relais de croissance pour les 10 prochaines années, c'est l'Afrique et l'Amérique latine. SIAT n'a aucune usine ni en Afrique ni dans le Moyen-Orient. Le plus grand marché de SIAT après la région MENA et l'Afrique, c'est bien l'Algérie. Skoda, la même chose. Alors, il y a beaucoup d'autres objectifs, bien entendu, qui sont cachés. On n'est pas là pour tout dévoiler. Onoudine Azouz, vous en avez beaucoup parlé dans le journal Reporter de cette signature, dans votre quotidien. Oui, en bien. Pourquoi en bien? Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que, il y a un scénario d'industrialisation qui est vendu par les différents gouvernements qui se sont succédés au moins depuis 2007-2006, encore une fois. À une époque où on parlait d'astuces d'industrie, ce scénario est en train de se mettre en place. Le marqueur de ce scénario, c'est l'industrie automobile. Et M. Halmi a raison d'insister sur l'effet symbolique et psychologique de l'industrie automobile dans l'imaginaire des Algériens. C'est très, très important.
Maintenant, il y a des questions à se poser. Au-delà de la concrétisation d'un accord qui me semble, moi, historique, le fait qu'il y ait un industriel allemand de première catégorie qui s'intéresse à l'Algérie, qui vient investir avec un partenariat algérien, c'est très important. Mais il y a des questions sur lesquelles il va falloir se pencher. La question, par exemple, de la main-d'œuvre qualifiée, est-ce qu'on l'aura ou on ne l'aura pas pour pouvoir mettre sur rail tout ça? La question de la sous-traitance, est-ce qu'elle sera réglée par Ulmi et ses partenaires allemands dans les délais pour qu'ils puissent être au rendez-vous de ses ambitions et au rendez-vous aussi de ses prévisions? La question, est-ce que l'Algérie réellement, on va en parler de toutes les façons, puisqu'on est à la veille d'un forum Absolument, le forum africain. Est-ce que nous sommes outillés et dotés des moyens nécessaires pour construire cette fameuse plateforme et cette voie ouverte et cette fenêtre ouverte vers l'Afrique? Voilà, autant de questions à poser. Mais, encore une fois, oui, surpris et agréablement surpris. C'est très intéressant ce qui se passe. Il y a un frémissement dans l'industrie automobile qui peut créer un effet d'entraînement sur autre chose. Hein. En attendant, bien sûr, répondre à ces questions que je viens de sérier maintenant. Moi, je voudrais ajouter une note d'optimisme. Parce que c'est vrai chez nous, on a l'habitude d'être sceptique. On est un petit peu paranoïaque, on est un petit peu, disons, on se méfie un petit peu de tout. Moi, je voudrais rappeler une chose. Il y a hier ou avant-hier, Renault a annoncé quelque chose d'important. Il a annoncé qu'il avait, en moins de 2 ans, il avait produit presque 60 000 véhicules en Algérie. Et que son taux d'intégration en 2016 avait déjà atteint 30%. Donc, je veux dire, quand Renault a lancé... Combien 30% d'intégration déjà. C'est très peu. C'est beaucoup déjà en 2 ans. En moins de 2 ans, c'est beaucoup. Moins de 2 ans. Il a 5 ou 6 sous-traitants, disons, algériens déjà, qui sont installés dans la région de... C'est très important. Je veux dire, chez nous, on a tendance à être extrêmement méfiant et on s'aperçoit quand les projets se mettent en place, en fait, et quand c'est des projets loyaux avec des partenaires sérieux, eh ben, les choses avancent vite. Rapidement, la production de Renault, elle est en train d'augmenter très très rapidement et le taux d'intégration est en train d'augmenter très rapidement. Tout ce que je souhaite, moi, c'est que les objectifs de Volkswagen, ils se réalisent aussi vite et aussi rapidement. Mais la condition, évidemment, c'est une coopération loyale. Oui, rapidement, Nordine. Il y a un point très important à soulever et qui est dans l'arsenal symbolique et qui est en train de s'installer. Il ne faut jamais oublier que Sovac passe de la concession, c'est-à-dire de la vente. Absolument, et nous allons y revenir. À l'investissement et à l'industrie. Nous allons y revenir. Voilà, c'est un des éléments qui a été avancé depuis une dizaine d'années dans le scénario présenté par les différents gouvernements, scénario d'industrialisation, il est en train de se mettre en place. C'est très intéressant. Alors, vous m'avez tendu une perche pour poser une question à M. Mourad Almi. J'ai eu le plaisir de vous recevoir sur le plateau du 19h Info en mars 2015 et je vous avais posé une question sur votre volonté ou pas de construire une usine. C'était quelques jours seulement après la signature de l'usine Renault. Monsieur Almi, vous m'avez répondu ça. Par contre, si demain, on a un tissu de sous-traitants, on pourra imaginer que les sièges vont être fabriqués ici en Algérie, on ne va pas les importer. Demain, le pot d'échappement peut être fabriqué ici. D'autres produits à base de plasturgie peuvent être fabriqués ici. À ce moment-là, on pourra parler d'une vraie industrie automobile. Mais si vous voulez qu'on fasse ce qui nous demande de faire Ascadé, on le fera, c'est très simple. Mais ce n'est pas ce que vous voulez faire. Bien entendu, parce que déjà, est-ce que ça répond à l'objectif? C'est quoi l'objectif? On veut diminuer l'enveloppe des importations? Là, on va l'augmenter. Et demander au pouvoir public d'y aller jusqu'au bout de leur réflexion, à savoir exiger aux concessionnaires automobiles de fabriquer de la pièce de rechange. Vous n'avez pas beaucoup changé, à part la pochette aussi. À cette époque, à cette époque, vous étiez président de l'association des concessionnaires algériens et je vous avais posé la question en mars 2015 sur le SKD et vous m'aviez dit ça ne m'intéresse pas. Avez-vous changé d'avis? Je n'ai pas changé d'avis. Je maintiens toujours ce que j'ai dit. À l'époque, il n'y avait pas de cahier de charge, il n'y avait pas les conditions d'exercice, les conditions afin d'exercer cette profession de production automobile. Aujourd'hui, il y a une vision, il y a une stratégie, il y a un cahier de charge qui définit les modalités de fabrication de véhicules, à savoir un taux d'intégration sur les prochaines années atteindre 15% et atteindre 40% de taux d'intégration. À l'époque, il n'y avait pas ça. 40% en combien de temps? Après 5e année. Aujourd'hui, un cahier de charge qui a été publié l'année dernière. Alors, vous voyez bien que je n'ai pas changé, mais je maintiens toujours ma vision des choses. Si on a envie de développer une industrie automobile, parce que l'industrie automobile, d'ailleurs même le ministre, les pouvoirs publics le disent,
c'est qu'est-ce qui nous intéresse. Ce n'est pas que la fabrication des véhicules, c'est le tous ces sous-traitants qui est derrière. Parce que chaque voiture qui sort, ou chaque employé direct dans le montage de véhicules, il y a 4, 5, 10, 20 postes d'emploi indirects. C'est ça ce qui est très important. Mais ce que vous allez faire à Relizane, c'est du SKD. On va faire du SKD, non, on va faire de la production automobile, avec un taux d'intégration du CKD. On va faire un taux d'intégration au bout de la 3e année 15%, au bout de la 5e année... Il y aura du montage, ce sera en fait du montage. Non, il faut expliquer les gens. Oui, ça veut expliquer dire, voilà. les choses aux gens Voilà, et expliquer, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le SKD. Oui, non, mais je dois expliquer l'industrie automobile, comment elle fonctionne. Aujourd'hui, vous avez des phases, des étapes, pour arriver à l'ultime objectif, un taux d'intégration qui dépasse les 60%. On doit fabriquer 60%, 80% de pièces localement. Aujourd'hui, il faut le savoir qu'à cause, grâce de la délocalisation, à cause, grâce de la compétitivité, qu'aucun constructeur mondial, y compris Volkswagen, ne fabrique plus de 60% de composants chez lui à Wolfsburg. Et parce que le business model de l'industrie automobile a évolué, on fait appel à de la sous-traitance, et heureusement d'ailleurs, comme ça il n'y a pas le constructeur qui a le monopole. Alors si je reviens par rapport à notre projet, même celui de Renault ou les autres qui vont venir, on démarre de zéro aujourd'hui. On n'a aucun sous-traitant. Aucun, le Maroc, pour le moment, aucun. Certifié au standard de Volkswagen. Le Maroc, nos voisins ont plus de 1000 sous-traitants certifiés. La Tunisie, plus de 300 sous-traitants certifiés. Si je reviens en Algérie, on n'a pas, pour Volkswagen, il y a 0 sous-traitant. Et combien d'années ça va prendre pour en avoir? Volkswagen a 0 sous-traitant équipementier certifié parce qu'on ne s'improvise pas du jour au lendemain de devenir équipementier ou sous-traitant. Il faut une mise à jour, mise à niveau, il faut une formation, accompagner, développer la sous-traitance. Pour faire tout ce process de certification, il vous faut minimum, je dis bien minimum, 12 à 18 mois. Là, si on est en train de travailler sur... Rapidement, M. Almi, concernant l'exportation et les pièces de rechange, vous visez quelle année pour commencer à exporter? Vers l'Afrique, essentiellement? Bien entendu, je vous ai dit tout à l'heure que Seat n'a pas d'usine en Afrique, Skoda la même chose, et ils ont inscrit dans leur stratégie comme relais de croissance l'Afrique. Il y a une opportunité, grâce aux accords qu'on va avoir dans le futur, j'espère des accords bilatéraux. Dans le cadre de la ZAL, zone arabe de libre-échange, on pourra exploiter ces opportunités afin d'exporter pour la région MENA, dans les pays arabes et l'Afrique. Merci M. Albi. Alors, cette annonce d'une usine Volkswagen vient dans un environnement social et économique de crise. Le front social est en train de chauffer un petit peu. Il y a beaucoup de manifestations, notamment contre la retraite anticipée, contre l'augmentation. Nous aurons l'occasion de revenir sur la loi de finances. Amel Bouazza a essayé un peu de nous résumer cette colère des Algériens. Cette semaine, un rassemblement des syndicats autonomes de plusieurs secteurs, ainsi que des députés de l'opposition, a été empêché. Ce rassemblement a été tenu autour du siège de l'APN, où était étudié le projet de loi sur la réforme de la retraite. Les protestataires ont exprimé leur mécontentement vis-à-vis de cette loi, notamment en ce qui concerne la suppression de la retraite anticipée, qui a soulevé dernièrement une vague de contestation, particulièrement dans le secteur de l'éducation. Et la retraite anticipée n'est pas le seul sujet controversé ces derniers temps, puisque le projet de loi de finances 2017, adopté récemment, en dépit de la contestation de nombreux partis politiques, a suscité lui aussi de vives réactions. Et pour cause, cette loi de finances entraînera une chaîne d'augmentation de prix, notamment la TVA, le prix du carburant qui connaîtra une hausse de 4 dinars, les électroménagers étant donné que cette loi de finances impose une nouvelle taxe d'efficacité énergétique sur les appareils importés ou fabriqués localement, fonctionnant avec l'électricité, le gaz ou autres produits pétroliers. Cette taxe variera de 5 à 60%, et ce selon la catégorie énergétique du produit. Les augmentations toucheront aussi le prix du tabac, des pneus, du timbre du passeport. Bref, 2017 arrive et apportera beaucoup de changements au quotidien des Algériens. Abdelaziz Jarrad, vous avez esquissé tout à l'heure une critique indirecte pour le gouvernement sur la mise en place d'une stratégie. Est-ce que vous pensez que le gouvernement actuel est sur la bonne voie concernant les réformes économiques et sur la manière de résorber aujourd'hui le Front social? Bon, la première chose que je voudrais dire, c'est qu'on est très en retard par rapport aux véritables réformes qui ont été annoncées il y a plus d'une quinzaine d'années, même peut-être un peu plus loin que ça.
Il y a 17 ans, très exactement. Pour sortir d'une économie rentière à une véritable économie basée sur des critères et des paramètres objectifs. Oui. C'est-à-dire tenir compte à la fois de la réalité économique et sociale de notre pays et de l'impasse d'un système qui était obsolète depuis très longtemps, annoncé même par tous les gouvernements, par les spécialistes, que ce soit sur le plan national ou des étrangers qui traitent avec notre pays et qui ont une carte très, très claire de la situation économique, j'allais dire désastreuse, de notre système économique. Maintenant, bon, face à des gringolades des prix du pétrole, voilà encore une fois qu'on réagit pour dire voilà, il nous faut absolument des réformes. Et tant mieux. Tant mieux. Ce sont des interminables réformes. Moi, j'étais partisan il y a 20 ans, peut-être un peu plus, de véritables ruptures économiques avec un système qui a été imposé les années 70 jusqu'à nos jours. Et vous en parlez dans votre livre. Absolument. Vous en parlez avec il y a eu des soubresauts depuis les années 80. Rappelez-vous octobre 88, rappelez-vous les années 90, rappelez-vous depuis les années 2000, c'est un système qui se mord la queue. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a pris un certain nombre de décisions un peu difficiles, certainement qu'il y aura des répercussions, des réactions, parce que c'est la population qui va, les plus démunis et les plus pauvres qui vont subir ce choc sur le plan social et économique. Tout ce qu'on souhaite, c'est que il y ait une prise en charge très sérieuse de la part du gouvernement, qu'on aille vers une gouvernance, une véritable gouvernance, parce que l'incompétence domine, ou prédomine dans la gestion des crises dans notre pays, et que cette gouvernance doit faire appel aux chefs d'entreprise, aux entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, peu importe, et aux véritables compétences capables de gérer ce pays à tous les niveaux. Merci M. Jarrad. Hassan Haddouche, on va vous poser la même question qui a été posée dans le sujet, le Front social. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nourdine Azouz quand on dit que la paix sociale a été achetée en 2011, 2012 et 2013 ? Est-ce que c'est faux de le dire ? Oui, et est-ce que c'est correct de dire qu'aujourd'hui, les autorités n'ont plus les moyens d'acheter la paix sociale ? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai, mais il faut bien expliquer qu'aujourd'hui, les efforts qu'on fait, les efforts qu'on doit faire, qui sont nécessaires et qui sont encore à venir, oui, disons, ne sont pas des efforts démesurés. Je veux dire, il faut arrêter de parler en langue de bois. Il faut prendre des exemples précis. On est en train d'augmenter le prix de l'essence. Voilà. Le prix de l'essence, il était bloqué en Algérie depuis 15 ans. On est le seul pays du monde qui a bloqué le prix de l'essence pendant 15 ans. Aujourd'hui, moi j'ai écrit un article tout récemment là-dessus, on est le pays qui vend l'essence la moins chère du monde. On est moins cher que tout le monde. On est les champions du monde de l'essence la moins chère. Chez nous, l'essence coûte moins cher que l'eau minérale. On est le seul pays du monde dans lequel l'essence coûte moins cher que l'eau minérale. Ça, c'était avant. Et avec l'augmentation de 4 dinars, on sera toujours champion du monde, ouais, et on sera toujours le pays qui vend l'essence la moins chère du monde. Donc, il faut relativiser les efforts qu'on fait. Je veux dire, le Koweït, le Qatar, avec tout le respect que je leur dois, ce sont des pays, ce sont des champs pétroliers. Ces pays-là, ils vendent aujourd'hui l'essence 2 fois plus cher que nous. 2 fois plus cher que nous. Au Koweït, l'essence, ça coûte 50 cents de dollars. Chez nous, le gasoil, il coûte 18 dinars, ça fait 18. C'est 3 fois moins cher que. C'est 2 fois moins cher qu'au Qatar, c'est 3 fois moins cher qu'aux Émirats Arabes Unis. Je veux dire, oui, mais il faut relativiser les efforts. Non, mais on a pris l'habitude, nous, de se plaindre, de se lamenter en disant qu'on est en train de faire des efforts extraordinaires. Il faut relativiser la taille des efforts qu'on est en train de faire. Que ça a été bloqué depuis 15 jours, donc cette augmentation n'a pas évolué normalement avec le temps. Donc c'est normal que les Algériens râlent un peu. Oui, les Algériens, voilà. Ils ont le droit de râler. Encore une fois, voilà. On a mis en place, pour faire une synthèse justement avec ce que disait M. Hulmi tout à l'heure, on a mis en place depuis des décennies et des décennies chez nous une économie qui est une économie qui encourage la consommation. On est une économie qui subventionne la consommation.
Bon, il faut mettre en place maintenant une économie qui encourage la production. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'importer des voitures, il faut les produire nous-mêmes. Il faut arrêter de subventionner l'essence, il faut la payer à son prix. Et les subventions qui sont consacrées à l'essence ou à l'électricité, il faut les consacrer à autre chose, à encourager la production ou à mettre en place effectivement des filets sociaux qui ciblent les gens, qui ciblent vraiment les gens les plus démunis. Monsieur Parce Rémy, que, je voudrais ajouter une chose, allez-y. la subvention du prix de l'essence, Oui. elle ne profite pas aux plus pauvres, parce que les pauvres n'ont pas de voiture. Il y a 50% des Algériens qui n'ont pas de voiture. La subvention du prix de l'essence, elle profite aux gens qui ont des voitures. Et les gens qui ont des voitures, ce n'est pas les plus pauvres. Et les gens qui se plaignent, ce n'est pas les plus pauvres aujourd'hui. Mais la classe moyenne n'est pas très riche, Hassan Elle n'est pas Haddouche. très riche, mais ce n'est Oui. pas la classe moyenne qu'il faut aider. C'est les plus pauvres qu'il faut aider. Moi, Almi, c'est une mauvaise Non, je nouvelle. veux rajouter, il faut dire, quand on parle du Koweït, tous ces pays-là qui ne subventionnent pas l'essence, il faut dire aussi le pouvoir d'achat d'un Koweïtien ou d'un Émirati aussi. Voilà. Aujourd'hui, si on veut enlever toutes les subventions, sucre, café, lait, gasoil, essence, soutien logement, il y a une population qui a un pouvoir d'achat très faible. C'est un système économique, c'est un choix politique qui a été fait. Monsieur Olmi, cette émission, c'est une émission, un débat. Oui, non, Personne n'a jamais dit qu'il fallait enlever toutes les subventions. Voilà, Personne n'a voilà, jamais alors dit qu'il fallait enlever aujourd'hui, toutes les subventions. il y a des équilibres budgétaires qu'il faut faire. Je ne prétends pas que je suis un économiste, je suis un spécialiste, mais j'essaie d'être un peu pragmatique et de faire des calculs 1 + 1 = 2, etc. Exactement, voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il faut y aller encore plus loin. Payer l'essence ou le gasoil moins cher que l'eau, ce n'est pas normal. Aller plus loin dans l'augmentation de l'essence. C'est pas que dans l'augmentation. Dans Il faut, quoi? Aller il faut plus loin le dans gérer, quoi? il faut aller encore plus loin que ça. Je dis que c'est pas normal. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai des revenus peut-être 10 fois plus ou 15 fois plus que mon simple collaborateur, que je paye le même prix de l'essence, moi et mon proche collaborateur ou une simple secrétaire ou un simple agent de sécurité. Ça, c'est pas normal. Je dois payer plus. Ce qui est normal parce que je dois gagner plus, je dois payer plus. Je pense qu'il faut y aller encore à terme vers des réformes. Pour mettre ça en place, c'est pas facile. Vous avez besoin d'une administration qui doit être dotée d'un d'un outil informatique, une base de données fiable, que tout le monde implémente les informations, qu'on puisse mettre ce système-là en place. Voilà, c'est... Abdelaziz Jarrad, vous voulez réagir? Moi, je crois que c'est un problème qui est assez global. Parler uniquement de l'augmentation des prix pour faire croire qu'on va résoudre le problème de la crise financière et économique du pays, c'est se tromper de diagnostic. Le véritable diagnostic, c'est que globalement, nous avons une économie qui est dans l'impasse et que nous avons aussi une gouvernance qui était incapable depuis des années d'avoir une visibilité et un diagnostic correct. Et enfin, on a laissé une accumulation de problèmes pour éviter que le Front social réagisse et que comme vous l'avez appelé, cette paix sociale aujourd'hui, elle n'est plus possible. Elle n'est plus possible parce que les véritables réformes, c'est quoi? C'est quand on choisit le moment et l'endroit. Or, on a raté plusieurs occasions pour prendre en charge des réformes comme ça. Aujourd'hui, nous sommes face au mur et ce n'est pas avec quelques augmentations du prix de l'essence ou d'autres matières premières qu'on va régler le problème de la crise. Le problème de la crise en Algérie, c'est un problème de gouvernance. Comme on dit. Vous êtes d'accord, Nordin Azouz, avant de répondre sur la gouvernance, est-ce que vous êtes d'accord que ça risque, on ne le souhaite pas, mais on peut se poser la question, est-ce que vous êtes d'accord que ça risque d'exploser à tout moment? Le Front social. Non, on n'est pas là pour jouer à Cassandre, ni à... Souhaite pas. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en pensez? À construire des scénarios catastrophes. Non. Il y a des choses plus importantes à relever. Tout à l'heure, M. Jarrad, je crois, a utilisé le mot magique, c'est celui de compétence. Et pour revenir au sujet que vous nous avez présenté tout à l'heure, et des manifestations que vous nous avez montrées. De quoi s'agit-il? Il s'agit de syndicats autonomes qui s'élèvent contre un projet de réforme concernant les retraites. Citez-moi un seul instant, un seul moment où le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale est venu nous dire le chiffre exact qui peut nous décrire la crise dans laquelle se trouve aujourd'hui
la caisse de retraite. Aucun chiffre n'est disponible. Aucun. Bien sûr. Ce n'est pas normal de la part d'un ministère aussi important que l'on ne puisse pas défendre, par exemple, des réformes sans présenter un chiffre et motiver son projet de loi. Ça, c'est un vrai problème chez nous. Idem pour la question de la sécurité sociale. Vous avez des députés qui fournissent des discours et des déclarations et des récits assez contradictoires, mais eux, au moins, ils ont, comment vous dire, l'intérêt de présenter des chiffres que nous n'avons pas vus au niveau des ministères et des gens qui sont censés s'occuper de ces dossiers-là. J'ajoute autre chose aussi de plus important. À propos des subventions, vous vous rendez compte qu'on a un ministère de la Solidarité qui continue encore à nous parler de mettre en place un observatoire et un fichier national. C'est un scandale dans ce pays. Ce n'est pas normal que l'on puisse, aujourd'hui, justement, où il y a des gens pauvres qui n'arrivent pas à payer le lait ou le pain quotidien et qui sont soumis, qui vont être probablement soumis aux mêmes restrictions que tous les autres, qu'on nous dise en 2016 encore une fois qu'il va falloir mettre sur place un dispositif d'identification des couches les plus vulnérables et donc éligibles à la subvention. Ce n'est pas normal qu'on puisse encore une fois, 2016 encore, qu'un ministre ou qu'une ministre continue de nous dire de toutes les façons, demain oui, il y aura un dispositif et un observatoire. Il faut arrêter avec ça. Et je pense que avant de pointer ces questions-là de réforme qui de toutes les façons sont inéluctables et indiscutables, au stade où est arrivé aujourd'hui le dispositif économique de ce pays, qu'on parle d'abord de compétences et de savoir que font certains dans certains bureaux. Alors, voilà. Il y a aussi, Hassan Haddouche, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir quand même. On critique beaucoup, si vous voulez, la compétence du gouvernement, mais souvent, la presse, j'en parle avec mon ami Nordine, qui est mon ami depuis 30 ans, je veux dire... Autant que ça. On appelle à des réformes dans la presse, y compris M. Gérard, etc., enfin, je veux dire, dans son ouvrage, mais lorsqu'on a affaire à une réforme particulière, précise, on nous dit c'est pas ça, c'est pas que ça. Là, il y a une réforme des retraites. Il y a une réforme des retraites. C'est quoi la retraite? Il faut les motiver. Voilà. La réforme des retraites, oui. Pourquoi un ministre a-t-il peur de nous donner le chiffre exact sur la réalité? Non. Moi, je ne suis pas là pour défendre les ministres, mais les chiffres, on les connaît. Je veux dire, les chiffres, on les connaît. On sait qu'aujourd'hui, la Caisse nationale des retraites, les pensions de retraite sont financées à peu près à 80% par les cotisations et à 20% par le budget de l'État. Et que si ça continue comme ça, on va aller vers une situation où c'est de plus en plus le budget de l'État qui va financer les cotisations de retraite, les pensions de retraite, pardon. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas, chez nous, on ne peut pas en Algérie partir à la retraite à 50 ans. Moi, le départ à la retraite sans condition d'âge, j'appelle ça la retraite à 50 ans. On ne peut pas, nous, partir à la retraite à 50 ans, alors que le monde entier est en train de partir à la retraite à 65 ans, à 67 ans. C'est pas possible. On ne peut pas partir à la retraite aujourd'hui à 50 ans, alors qu'on sait que maintenant, la durée de vie, ça va être 90 ans dans quelques années. Ça veut dire, qui est-ce qui va payer les retraites des gens, je veux dire, entre 50 et 90 ans. On est une génération qui a consommé les réserves de pétrole de l'Algérie, qui a consommé les réserves du sous-sol. On est une génération qui est en train de consommer les réserves financières de l'Algérie. Le peu d'argent qu'on avait mis de côté, on est en train de le consommer. Alors, quel héritage est-ce qu'on va laisser à la génération qui vient? Je parle de nous tous, puisqu'on est à peu près de la même génération. Peut-être M. Olmi incarne plutôt la génération qui vient, j'espère. Eh bien, lui, c'est quoi en héritage? On va lui laisser en héritage des pensions de retraite qui devront nous payer pendant 40 ans. Mais je dis, il faut quand même, lorsqu'on a affaire à une réforme précise, il faut essayer d'arrêter la démagogie systématiquement en tapant sur le gouvernement, en disant on veut des réformes, et chaque fois qu'on fait des réformes, on nous dit c'est pas ça qu'il faut faire. Et on vous souhaite de vivre jusqu'à 90 ans, Hassan Haddouche. Monsieur Gérard, vous avez pris votre retraite. Monsieur Gérard, vous avez pris votre retraite à quel âge? Oui. À quel âge? À 52 ans. 52 ans, c'est jeune. On me l'a imposé. Enfin, c'est un autre, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Hein. Pour mettre des gens hors circuit, on leur impose une retraite. Oui. Hein, et des milliers de hauts fonctionnaires, malheureusement, sont aujourd'hui chez eux, alors qu'ils auraient pu être très utiles à leur pays. Bref. Non, je voulais dire que les réformes sont nécessaires. Les réformes sont nécessaires. Mais pour faire des réformes globales, qui créent une rupture avec le passé et le passif qu'on a connu, il faut une légitimité, une réelle légitimité. La légitimité, comme le disait tout à l'heure notre collègue, par la compétence et une bonne gouvernance, mais aussi une légitimité
par les urnes. Aujourd'hui, vous avez une Assemblée nationale à majorité d'analphabètes. Je m'excuse pour quelques-uns que je connais qui ont une volonté terrible de faire changer les choses, mais des gens qui sont incapables de lire ce que c'est qu'une loi de finances. Hein? Dire qu'il y a une mauvaise gouvernance, ce n'est pas au niveau uniquement ministériel. J'ai de très bons amis ministres, mais ça pose pas, le problème ne se situe pas au niveau des individus, mais c'est une vision globale que notre pays doit avoir. Ce n'est pas de la démagogie quand on dit ça. La démagogie, c'est de coûte que coûte de vouloir justifier la présence d'incompétents par le biais de la presse ou par le biais des masses médias. On en a marre. Moi, j'étais responsable dans ce pays et je sais ce que je dis. L'accumulation d'erreurs qui ont été faites, aujourd'hui, l'Algérie ne peut plus se permettre cela. Ne peut plus se permettre. Jusqu'où on va aller jusque-là. Vous avez participé à des gouvernements. Vous avez participé à des gouvernements qui ont géré cette crise. Oui, mais justement, je suis donc bien placé pour faire la critique de ce qui s'est passé. Il y a eu des erreurs qui ont été faites et il faut absolument maintenant créer des ruptures. Hein, je ne dis pas brutales. Il faut tenir compte de la réalité de notre société pour ne pas aller vers plus de malheur et de crise sociale, peut-être même par la violence. Mais il faut absolument passer à autre chose en tenant compte de la réalité de la gouvernance dans notre pays. Monsieur Helmi, est-ce qu'il y a une bonne gouvernance chez Sovac ou pas? Oui, il y a une bonne gouvernance, oui. Une bonne gouvernance, oui. Sinon, on ne serait pas arrivé au nez. Mais bon, moi, je vois les choses différemment. Je suis un chef d'entreprise. Oui. Je suis animé par beaucoup d'optimisme et beaucoup de positivité. Et je vois souvent le verre à moitié plein, pas à moitié vide. C'est vrai qu'on critique ce qui a été fait dans les années 2011-2012, ce que vous disiez tout à l'heure, l'achat de la paix sociale. Oui. Mais il faut mettre les choses dans leur contexte aussi. Est-ce que à l'époque, c'est un choix. Enfin, nous, l'automobile, on a bénéficié de ça. Hein. Le marché était en 2013-2014. Tous les gens qui ont de cet argent, ils ont acheté beaucoup de véhicules. À titre entreprise, on a bénéficié de ça. Mais en contrepartie, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu quand même une paix. Si on voit nos voisins, ce qui s'est passé en Syrie, en Libye, Égypte et autres, tout le monde est content aujourd'hui de dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais le constat, il est là. On a passé la crise. Est-ce qu'on peut toujours subventionner comme ça a été fait en 2011, 12, 13 ? Non, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis, bon, après la crise économique, il y a un contexte mondial. Les prix du baril de pétrole, ils ont chuté plus de 50%. Il y a une crise économique mondiale, l'Europe qui est en berne, la Chine qui n'est pas au rendez-vous au niveau de sa croissance. Ça, d'une part. Et d'autre part, c'est que la situation de l'Anafia aujourd'hui, tout le monde est responsable. Tout le monde profite de l'ADL. Tout le monde profite au prix du gasoil qui est moins cher. Tout le monde profite au prix du sucre qui est moins cher. On est tous responsables. Alors, c'est facile de dire la médiocrité, la gouvernance. Mais la médiocrité, elle est partout, dans les entreprises, dans la presse, partout. Et cela, c'est dû aussi au niveau de l'école, etc., etc. C'est pour ça que je parle de gouvernance. Non, mais on est tous responsables. Merci, on profite tous de ce système-là. Après, tout le monde, on critique ce système-là. À un moment donné, alors, merci, M. Helmi. On a une part de responsabilité. Le temps passe très très vite et le débat est très intéressant, mais on touche à la fin de cette émission. On va terminer avec une chronique qui s'appelle l'Interview Calvaire. C'est une interview assez décalée, provocante, et on ne peut pas la faire aux 4 invités. Donc, on a choisi Mourad Helmi, le président, directeur général de Sovac. Vous allez subir cette interview calvaire. Je vais subir, hein. Vous allez la subir, vous acceptez les principes, je vous en avais parlé un peu tout à l'heure. Vous êtes prêt, monsieur Helmi? Je suis prêt. Vous promettez de ne pas vous énerver, de ne pas quitter le plateau? Non, du tout. D'accord. Première question, monsieur Helmi, pour cette interview calvaire. Cette usine de Orlisane, en fait, vous n'en voulez pas, vous préférez vendre, non? Ben non, je vends à travers l'usine de Orlisane. Mais c'est mieux de vendre des véhicules importés, non? Ah ben non, des véhicules fabriqués. Moi, l'essentiel que je vends à travers la fabrication ou l'importation, c'est la même chose, ça ne change rien. Cette usine... Au contraire, grâce à cette usine, là, on va créer plus de richesses, plus d'emplois, qui dit plus de richesses.
retour sur investissement On- et vendre plus. On dit que cette usine en fait a été imposée par M. Bouchouareb, c'est vrai? Ah non, du tout. C'est pas lui qui voulait absolument produire localement? Bah moi, aujourd'hui, après une quinzaine d'années d'importation, je pense que c'est un gros jour pour moi. C'est pas péjoratif. Je vois pas les choses comme ça, c'est une imposition. Je suis très content et très fier et que Sovac vraiment passe du stade de l'importation vers la production. Vous pensez Au vraiment contraire, que... Bouchard, peut-être il nous a donné, ou le gouvernement nous a donné cette opportunité, Oui. que je dois la saisir. Je dis une opportunité, Et vous ne pourrez- pas une menace. Et vous ne pouvez pas dire du mal du ministre de l'Industrie quand même sur une chaîne de télévision Du mal pourquoi? pour tout ce qui se passe. Vous êtes satisfait Qu'est-ce du qui se travail? passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous Qu'est-ce êtes qui se passe? satisfait du travail de votre ministère de tutelle? Bah, écoutez, je suis très content puisqu'on a signé un protocole avant-hier. Très bien. Qu'est-ce que je peux dire de mal? Est-ce que- Et puis, attends, aujourd'hui, Oui. quand je vois mon entreprise de droit algérien, de privé de capitaux algériens, de Sovac, je prends le bilan sur ces 15 dernières années. On a démarré en 2001, on était à peine 5 collaborateurs. On vendait à peine 200 voitures. Aujourd'hui, on a atteint en 2014 60 000 véhicules. On est partenaire avec, vous imaginez, Est-ce avec que- Volkswagen, premier constructeur mondial. Est-ce que vous qui vient gagnerez- ici en Algérie. Est-ce que... Et je en- suis en content, fait- je suis heureux. Mais en fait, vous allez gagner moins d'argent qu'avant, qu'en important des véhicules, non? Je Si. pense que j'ai gagné, Si, un peu. alhamdoulilah, j'ai gagné assez d'argent pendant ces 15 dernières années. Aujourd'hui, je dois redonner mon piste qu'il m'a donné. Est-ce que vous C'est un pensez, devoir, je est-ce que vous pense. pensez vraiment que les Algériens vont conduire une Golf made in Algeria, monsieur? Ah oui, je suis très convaincu. Vous pensez vraiment? Bien sûr. Elle bien coûtera sûr. plus cher ou moins cher que la Golf importée d'Allemagne? Moins cher. Et est-ce que vous êtes prêt à mettre votre Audi au garage et de conduire à partir de juin 2017 une Octavia, un Caddy, une Ibiza ou une Golf Eh algérienne? bien, sachez que je le fais. Vous allez Parce- vraiment le faire? Oui, je le fais déjà. Aujourd'hui, autant que président directeur du groupe Sovac qui commercialise 5 marques, je suis tenu à être l'ambassadeur de chaque marque. Ça m'arrive de conduire des Skoda, je conduis des Audi, malgré que ma marque préférée c'est Porsche, bien entendu. Bien sûr. Mais et je roule pas en Porsche, ça, je vous rassure. Est-ce que- Je roule en Audi, je roule en Volkswagen, je change. Ma je suis dernière obligé question. de changer chaque. Ma Pardon, c'est pas un calvaire, non. ma dernière question, vous allez tricher sur le diesel comme d'habitude? Non? Non, Comme pourquoi? Volkswagen a fait aux États-Unis, non? Non, on n'est pas aux Vous n'allez pas États-Unis. tricher? Non, du tout. Pourquoi? Je pose la question. Non, non, on n'a pas cette culture de triche, alors je ne vois pas que je le fais. Moulad Almi, merci. Vous avez réussi avec brio l'interview Calvaire. Vous ne vous êtes pas énervé, vous Non, n'avez pas du quitté le plateau, c'est excellent. Merci à vous d'être venu, Moulad Almi, PDG Merci du de groupe m'avoir Sovac. invité. Merci à Abdeljirat. Vous êtes professeur de sciences politiques, mais aussi à l'École nationale d'administration. C'est votre dernier livre, La géopolitique, repères et enjeux. Merci Hassan Haddouche, Merci. journaliste, économiste, et Nourdine Azzouz, évidemment, directeur du journal Reporter. Merci à vous d'avoir été fidèle à ce premier numéro de Place au débat. On se retrouve jeudi prochain.